C'est la suite de l'essentiel avec, on va plus loin à présent, Inégalé Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour. Bonjour. Avec également Antoine Mariotti, chroniqueur international à France 24. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour Inégalé. Au sommaire, pas de tutelle étrangère sur Gaza. Les pays musulmans réunis à Istanbul autour de la Turquie temporisent sur l'accord de paix imposé par Donald Trump dans la région. Ils posent leurs conditions. Donald Trump qui menace le Nigeria d'une intervention militaire américaine face à ce qu'il décrit comme une persécution des chrétiens. On en parle, on va plus loin tout de suite. Il devait, au dire des Occidentaux, contribuer à résoudre la situation à Gaza. Et s'il faisait en réalité partie du problème, 7 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique réunis ce lundi en Turquie rejettent toute tutelle étrangère sur l'enclave palestinienne. De quoi refroidir les ardeurs de la Maison-Blanche qui voyait dans l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Qatar ou encore l'Indonésie et le Pakistan, autant de pays suffisamment proches des intérêts américains pour contribuer à une force de stabilisation une fois le Hamas désarmé et délogé du pouvoir. Écoutez le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Il est nécessaire de reconstruire Gaza et d'y faire revenir la population. Il faut panser ses blessures. Mais comme vous l'avez également mentionné, honnêtement, personne ne souhaite voir émerger un nouveau régime de tutelle pendant ce processus. Alors, rappelons que l'accord de cessez-le-feu actuellement en vigueur prévoit, selon les Américains, qu'une force de stabilisation issue principalement de pays arabes et musulmans se déploie à Gaza à mesure que l'armée israélienne se retire de l'enclave palestinienne. Or, Antoine, c'est tout le paradoxe de ces États arabes, permettre le retrait des forces israéliennes sans pour autant donner un sentiment de complicité à leurs propres opinions publiques. Oui, et puis en plus, le plan Trump dit clairement que cette force de stabilisation appelée à venir, dont personne ne connaît les contours d'ailleurs, tout ça reste très flou. En général, on reste flou d'ailleurs quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, soyons clairs. Elle est censée se mettre en place pour remplacer donc progressivement l'armée israélienne qui se retirait de la bande de Gaza. Mais comme ils disent qu'ils n'en veulent pas, tout en disant qu'ils veulent y participer, donc déjà il y a quand même un petit flou, mais ça veut dire aussi pendant combien de temps on va avoir une présence militaire israélienne dans la bande de Gaza. C'est quand même un premier problème. Parce que ça peut aussi déclencher des problèmes sécuritaires. Par ailleurs, vous avez les Turcs notamment qui disent voilà, les Palestiniens doivent gouverner les Palestiniens doivent assurer leur propre sécurité. En revanche, ce qu'on comprend dans les grandes lignes, c'est qu'ils seraient prêts à participer à une force qui serait sur une sécurisation globale, une sorte peut-être de force à la frontière entre Gaza et Israël, peut-être, pour empêcher symboliquement Israël de lancer une nouvelle guerre, pour empêcher le Hamas de lancer aussi une guerre contre Israël ou des attentats comme il a pu le faire le 7 octobre. Bon, tout ça reste quand même extrêmement flou, sachant que les Turcs veulent absolument y participer, alors que les Israéliens ne veulent pas du tout des Turcs autour de la table, on peut y revenir. Mais tout ça reste pour l'instant extrêmement flou. Inégalé Bagayoko, on va aller dans un instant voir Mathilde Varda à Istanbul, justement, qui va nous faire le récit de cette journée sur place. Mais on voit bien en fait que une idée qui pouvait sembler effectivement bonne au départ, celle d'associer des puissances régionales acceptables pour les Palestiniens, se heurte immédiatement à un ensemble de complications et qui parfois viennent des pays eux-mêmes. Oui, absolument. Et en même temps, ce n'est pas une surprise parce qu'il faut rappeler que ces mêmes pays qui se sont réunis aujourd'hui à Istanbul avaient rencontré le président Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies et avaient d'ores et déjà posé un certain nombre de principes qui avaient interrogé un grand nombre d'observateurs sur le bien fondé de leur intervention sur place. La question, en fait, qui se pose, elle est à la fois politique, mais aussi opérationnelle. Quels seront les moyens d'une telle force sur le terrain, sachant que parmi ces pays arabes, qui, il faut le rappeler, sont tous membres de l'organisation de la conférence islamique, c'est quelque chose qui a été beaucoup rappelé aujourd'hui à Istanbul, il y a quand même un grand absent à la table, c'est l'Égypte aujourd'hui. Donc ça aussi, ça pose énormément de questions lorsqu'on sait quel est le poids des Égyptiens dans la question du territoire de Gaza et notamment de la frontière du côté de Rafah. Mathilde Varda est avec nous en direct d'Istanbul. Mathilde, ces réticences, on le voit, elles augurent mal finalement de la mise en œuvre des futures étapes du plan Trump à Gaza.
Effectivement, hein, et puis je voudrais le souligner tout d'abord, Hakan Fidan s'est exprimé seul à la fin de cette réunion, alors qu'à la base, il y avait donc 7 ministres des Affaires étrangères qui se sont rencontrés. Il a souligné qu'il y avait des problèmes dans l'application de l'accord qui concernait le cessez-le-feu, et il tient pour unique responsable Israël, qu'il accuse de violer le cessez-le-feu et d'empêcher l'acheminement d'aide humanitaire. Il a aussi fait d'autres déclarations importantes. Il a souligné qu'il refusait qu'un nouveau système de tutelle soit mis en place. Et puis, il a aussi insisté sur l'importance, et je pense que vous en avez parlé sur l'antenne, que, je cite, les Palestiniens, ce soit les Palestiniens qui gouvernent les Palestiniens, donc ça revient il renchérit sur cette question de non-mise de tutelle du territoire. Il a aussi évoqué la mise en place d'une force de stabilisation internationale, mais pour cette force de stabilisation internationale, Hakan Fidan, il a souligné que, en fait, le processus pourrait être long. Long pourquoi? Puisqu'il y a de multiples étapes avant de pouvoir mettre en place cette force de stabilisation internationale. Il a notamment évoqué le Conseil de sécurité qui devrait l'approuver. Et puis, qui dit Conseil de sécurité dit peut-être un veto. Donc, toutes ces étapes cumulées font autant de problèmes qui rallongent en fait le processus. Quel rôle, Mathilde, tente de jouer la Turquie dans ce processus ? Eh bien, la Turquie, on l'a vu depuis le 7 octobre, elle a joué à plusieurs occasions un rôle de médiateur. En fait, il faut souligner, pour comprendre cela, que la Turquie, elle a gardé des liens avec le Hamas. Ils ont même organisé des rencontres avec notamment des chefs politiques du bureau politique du Hamas à Istanbul. Ça a été le cas il y a quelques jours avant cette réunion aujourd'hui entre Hakan Fidan et des représentants du bureau politique du Hamas. Et puis, par exemple, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, avait aussi annoncé que le président Donald Trump lui-même lui avait demandé de convaincre le Hamas de négocier. Donc on peut voir ici que la Turquie, elle peut jouer effectivement un rôle du côté du Hamas. En revanche, du côté israélien, la Turquie ici, elle semble ne pas pouvoir jouer de rôle en raison justement de sa proximité avec le Hamas. Israël refuse que la Turquie ne fasse partie d'une force de stabilisation internationale. Donc on peut voir même dans l'organisation aujourd'hui de cette conférence de cette conférence interministérielle, que la Turquie, elle souhaite continuer à jouer un rôle à la fois dans les négociations, mais aussi sur le terrain. Elle a proposé son aide à la reconstruction, mais qu'il y aurait peut-être un obstacle, et cet obstacle, ce serait Israël. Merci Mathilde Varda, en direct d'Istanbul pour France 24. Alors il faut dire que Recep Tayyip Erdogan ne ménage pas ses critiques envers Israël, ce qui explique sans doute aussi la position aujourd'hui de l'État hébreu qui refuse cette présence turque à Gaza. Écoutez le président turc. Ces 2 dernières années, les habitants de Gaza ont été victimes du génocide le plus brutal et le plus barbare de ce siècle. L'État d'Israël fait tout ce qui est en son pouvoir pour entraver la paix. Nous pensons qu'il est nécessaire d'immédiatement mettre en place le plan de reconstruction proposé par la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique. Il est essentiel que ces 2 organismes jouent un rôle central dans la reconstruction de Gaza. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılmasında öncü bir rol oynaması elzemdir. Un acteur impartial, la Turquie? Non, pas complètement impartial, beaucoup plus pro-palestinien évidemment. Il y a eu pendant une période où la Turquie s'était rapprochée d'Israël. Il y avait des relations assez cordiales, y compris du temps d'Erdogan, et ça s'était rapproché. Et depuis l'histoire de la flottille de Gaza, donc on remonte quand même à quelques années maintenant, et encore plus ces derniers temps, ça s'est considérablement durci. Il y avait eu de nouveau un léger réchauffement, mais enfin, vraiment on parle de quelques degrés. Et avant le 7 octobre, et depuis la réaction israélienne jugée complètement démesurée depuis 2 ans, a fait que du côté de Erdogan, on est reparti sur des mots extrêmement violents. Il est intéressant quand même de noter, je rejoins un peu ce que disait Mathilde Varda, que la Turquie essaye toujours de jouer un rôle important sur le dossier palestinien. Mais moi, je trouve qu'elle a beaucoup de mal à y arriver et à parvenir à exister. Elle a voulu, par exemple... oui, mais pas forcément. Enfin, peut-être, mais elle a par exemple essayé absolument d'être un médiateur dans les négociations qui ont eu beaucoup de mal à aboutir à quelque
quelque chose enfin et un cessez-le-feu fragile depuis quelques semaines. Mais finalement, ça reste l'Égypte, un peu acteur historique sur ce conflit, alors que l'Égypte organise aussi un blocus sur Gaza comme Israël, rappelons-le, et que le Qatar, acteur plus récent, mais qui a été très important ces dernières années, notamment dans le financement de l'appareil civil de Gaza pour permettre que la bande de Gaza ne s'effondre pas, et donc en collaboration avec les Israéliens. Ce sont ces deux pays-là qui ont réussi, alors que la Turquie, contrairement à l'Arabie Saoudite, par exemple, qui se présente toujours comme le grand pays musulman, leader, etc., la Turquie participe financièrement, aide concrètement les Palestiniens très régulièrement, que ce soit avec des constructions d'hôpitaux, notamment dans la bande de Gaza, des écoles, que ce soit des choses plus religieuses. La rénovation en partie de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem a été cofinancée par la Turquie. Ils ont une organisation caritative, l'espèce de l'équivalent de USAID, si vous voulez, ou de l'AID en France, qui va faire énormément de financement sur un nombre incalculable de projets et de grands moyens, alors que les Saoudiens ne font concrètement pas grand-chose. Donc ils essayent toujours d'être là-dessus et de se présenter à la fois un peu comme leader du monde musulman et comme premier défenseur des Palestiniens, mais on sent qu'ils ont quand même un petit peu du mal à le faire. Et en effet, une délégation du Hamas a été reçue à Istanbul samedi avec Khalil Al-Aya, qui est le négociateur en chef. Et du coup, Israël essaye aussi, bon, ça il y a aussi un peu de mauvaise foi des deux côtés, soyons clairs, essaye de dire non, mais les Turcs sont trop proches du Hamas. Et en même temps, si vous voulez avoir que des gens qui sont opposés au Hamas, ils ne vont pas non plus réussir dans la bande de Gaza. Donc il faut arriver à trouver un équilibre et pas forcément ce que dit Gideon Sa'ar, le ministre israélien des Affaires étrangères, de dire que des gens qui sont loin des Palestiniens, parce que ça ne fonctionnera évidemment pas. Niagale Bagayoko, cette journée, c'est le résumé de quoi? D'un échec ou au contraire de pays qui arrivent à montrer qu'ils peuvent, qu'il va falloir compter avec eux si l'on veut demain effectivement maintenir ce cessez-le-feu et peut-être, qui sait, parvenir à une paix à Gaza? Moi, je dirais qu'on se situe entre les deux, parce qu'il n'y a pas eu de décision majeure, finalement, qui a été annoncée à l'issue de cette rencontre. Mais en revanche, on voit très bien que ce sont des pays qui sont fermement décidés à compter, si ce n'est à peser, en tout cas à rester à la table des négociations. Et vous parliez de la marginalisation, quelque part, de la Turquie sur ce dossier. Je pense qu'elle intervient aussi quand même via son grand allié qui est le Qatar. Ils sont quand même très très proches diplomatiquement. Donc je pense que notamment la rencontre à laquelle vous faites référence du négociateur en chef du Hamas, on sait qu'il a échappé aussi à l'offensive américaine au Qatar. Donc je pense israélienne. Israélienne, autorisée in extremis par les États-Unis, pardonnez-moi, effectivement. Mais là, je pense qu'il faut regarder ce jeu-là aussi entre eux. Et la question qui se pose, sur laquelle veut clairement se positionner la Turquie, c'est celle du rapprochement interpalestinien. Il y a eu une grande insistance sur la nécessité de réconcilier la branche politique du Hamas avec l'autorité palestinienne actuelle, afin que l'administration et la gestion de la sécurité dans la bande de Gaza reviennent à des acteurs palestiniens. L'image d'Israël atteinte, en tout cas après l'interpellation de l'ex-procureur général de l'armée israélienne, Yifat Tomer Yerushalmi. Dans une lettre de démission vendredi, elle admettait être à l'origine, via ses services, de la diffusion l'année dernière d'une vidéo suggérant des violences, y compris à caractère sexuel, exercées contre un détenu palestinien dans une prison de haute sécurité près de Gaza. Cette affaire avait conduit à l'inculpation de 5 soldats. Les précisions à Jérusalem de Claire Duhamel. C'est une actualité qui est chroniquée chaque jour dans la presse israélienne et qui a énormément d'attention dans le public israélien. Alors pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir un peu dans le passé. En août 2024, lorsque une vidéo est publiée par la chaîne 12, une vidéo montrant des gardes de la prison de Sde Teiman, qui est la prison dans le Negev où il y a des détenus gazaouis, des gardes, ça donnait à des sévices sexuels contre un prisonnier palestinien dont l'identité est inconnue, un viol présumé, des actes de sodomie présumés et attestés par un hôpital israélien où a été amené ce détenu alors que sa vie était en danger. Ce détenu qui avait des blessures au rectum et au haut du corps selon des sources médicales. Déjà à l'époque, cette affaire avait eu un effet retentissant en Israël, puisque d'abord, ce sont 5 soldats qui avaient été arrêtés, ce qui est extrêmement rare en Israël que des soldats soient arrêtés pour des faits de violence présumés contre des prisonniers palestiniens. L'extrême droite s'était emparée
s'emparer de l'affaire. Il y avait eu plusieurs militants d'extrême droite qui avaient voulu rentrer dans cette prison de Sde-Teyman. Et puis, eh bien, cette affaire qui avait ouvert cette question de la violence des gardes israéliens dans les prisons palestiniennes où des faits de torture sont documentés par de nombreuses ONG et par de nombreux médias. Alors cette affaire a ressurgi mercredi dernier lorsque la police a dit avoir de nouveaux éléments estimant que c'était la procureure générale de l'armée, Yifat Tomar Yerushalaymi, qui avait ordonné à ses équipes de faire fuiter cette vidéo publiée par la chaîne 12 qui est illégale en Israël lorsqu'une enquête est en cours. Or, une enquête avait été ouverte avant la publication de ces vidéos. Tomer Yerushalaymi a démissionné vendredi dernier, attestant dans une lettre qu'elle avait bien demandé à ce que ces vidéos fuitent. Et eh bien, hier, elle a disparu pendant quelques heures, si bien que la presse israélienne pensait qu'elle s'était potentiellement suicidée, avant que finalement elle ne soit retrouvée et placée en détention ce matin, en garde à vue, extrêmement surveillée et à l'isolement compte tenu de la sensibilité de cette affaire en Israël. Oui, c'est notamment Itamar Ben-Gvir qu'on vient de voir, le ministre qui est à l'origine de ces accusations portées donc contre Yifat Tomer Yerushalaymi, inculpé de fraude, abus de confiance, abus de fonction, entrave à la justice et divulgation d'informations par une fonctionnaire. Cette affaire Niagale Bagayoko, elle illustre la gêne d'Israël face à certaines méthodes, alors que le pays dispose par ailleurs de contre-pouvoirs et est censé prévenir et le cas échéant dénoncer de telles pratiques? La difficulté, c'est que, bien sûr, sur le plan intérieur, on vient d'entendre le témoignage de ce que ça provoque, mais je pense que pour l'image internationale également d'Israël, sachant les plaintes dont l'État hébreu fait l'objet, notamment devant les juridictions internationales, ça renforce, ça apporte évidemment un certain nombre d'éléments à charge contre les pratiques de l'État hébreu, clairement contraire au respect des droits de l'homme. Oui, et on veut faire taire en l'occurrence celle qui a fait fuiter, ou par qui en tout cas le scandale est arrivé, Antoine Mariotti. Oui, qui s'est un peu sacrifié finalement pour faire sortir cette information parce qu'elle sait qu'elle a enfreint la loi. Mais à la fois il y a l'impact à l'étranger, je vous rejoins, mais l'impact à l'étranger est déjà tellement fort, j'ai envie de dire, que c'est essentiellement sur la scène intérieure que ça a un impact. Oui. Parce que sur la scène intérieure, il faut bien comprendre que la plupart des médias israéliens n'ont pas montré le 10e de ce que nous, médias étrangers, avons montré sur ce qui s'est passé dans la bande de Gaza et les abus israéliens, parce que, évidemment, encore une fois, qu'il était normal d'avoir une riposte aux attentats terroristes absolument abominables du 7 octobre, mais que c'est allé évidemment beaucoup trop loin, et on l'a vu avec le nombre de civils touchés. Une censure s'est exercée sur les images montrées aux Israéliens? Oui, ou en tout cas, une autocensure, oui. C'est-à-dire qu'on a montré ce que l'on voulait bien voir aussi. Après, il y a aussi un pays qui est complètement traumatisé par cette attaque, qui, rappelons-le, est équivalent de 10-11 septembre à l'échelle de la population israélienne. Et donc, on a voulu aussi justifier certaines choses et ne pas tout montrer. Comme d'ailleurs, parfois, on n'a pas tout montré aux États-Unis après le 11 septembre. Là, c'était quand même davantage. Et ça, il y a eu des arrestations, il y a eu des choses qui étaient quand même très concrètes et qui a un peu réveillé, mais une claque à certains Israéliens en se disant il y a peut-être des choses qui ne vont pas, y compris chez nous, et sur lesquelles il faut travailler, ou sur lesquelles il faut faire attention. Et on a bien vu que de toute façon, toute cette colère, cette opposition finalement à ce qui se passe au niveau du gouvernement israélien, c'est pour ça que je fais toujours la différence entre Israël et le gouvernement israélien. Il ne faut pas jeter le pays avec l'eau du bain ou l'eau de Netanyahou. Eh bien, elle est montée grandissante depuis 2 ans. Et pardon, juste pour terminer, ce sont aussi des images qui rappellent celles des geôliers américains à Abu Ghraib, oui, et à Guantanamo également. Donc ça résonne aussi dans les méthodes qui sont utilisées dans la lutte antiterroriste. Et micro-parenthèse, mais c'est exactement ce qu'avait dit Joe Biden au lendemain du 7 octobre à Benjamin Netanyahou. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons faites. Parce que nous les avons faites, nous pouvons en témoigner et les regretter amèrement parce que ça a dû endommager durablement l'image des États-Unis. Ne faites pas la même chose, et il est tombé dans le panneau, j'ai envie de dire, presque encore plus loin que ce que l'ont fait les États-Unis. Que compte faire justement Donald Trump avec le Nigeria? Le président américain menace le pouvoir nigérian d'intervenir militairement pour venir en aide aux chrétiens. À peu près la moitié de la population nigériane est victime de persécutions, assure la Maison-Blanche. Ludovic de Foucault. À bord d'Air Force One, interrogé sur le Nigeria, Donald Trump dit n'exclure ni une intervention terrestre, ni des bombardements aériens. J'envisage beaucoup de choses. Il tue un nombre record de chrétiens au Nigeria. Et il y a d'autres pays très mauvais. Vous le savez, cette partie du monde,
très mauvaise. Il tue les chrétiens et il les tue en très grand nombre. Nous n'allons pas laisser passer ça. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria est divisé presque équitablement entre un nord à majorité musulmane et un sud majoritairement chrétien. Il est en proie à de nombreux conflits, dont l'insurrection islamiste de Boko Haram dans le nord-est depuis 2009. Selon les experts, les violences ciblent chrétiens comme musulmans, sans distinction. Il ne s'agit pas d'un génocide chrétien car les faits ne le confirment pas. La plupart des victimes des violences de Boko Haram sont donc musulmanes. C'est pourquoi nous disons qu'il est erroné et contre-productif de réduire ce conflit à une simple question religieuse. Les chrétiens, moins nombreux dans le nord, pourraient être surreprésentés parmi les victimes compte tenu de leur plus faible proportion dans la population des États où Boko Haram est actif, mais des statistiques précises manquent. Ailleurs dans le pays, les violences intercommunautaires s'inscrivent dans des dynamiques liées au pouvoir politique, aux litiges fonciers, à l'appartenance ethnique, aux affiliations à des cultes ou au banditisme. Bref, le génocide des chrétiens nigérians ressemble plus à un mythe fabriqué par l'extrême droite américaine. Reste que la menace de Washington fait craindre une violation de la souveraineté nationale du Nigeria. Alors qu'Abuja est un partenaire clé de Washington, des représentants du pouvoir ont fait savoir que le pays apprécierait une assistance américaine tant qu'elle respectait l'intégrité territoriale nigériane. Un conseiller du président a émis le souhait d'une future rencontre entre les deux dirigeants. Niagale Bagayoko, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a raison de tendre la main, d'après voix Donald Trump, et de souhaiter une rencontre dans ces conditions? Oui, c'est une réaction assez habile, je trouve, qui rappelle un peu celle de Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud, qui a été aussi pris à partie de manière tout aussi violente et accusé de laisser commettre un génocide contre les populations blanches en Afrique du Sud. Mais ce qui est très important, à mon avis, c'est de resituer ces déclarations de Donald Trump avant tout dans le contexte politique intérieur américain. Cette déclaration, elle ne vient pas de nulle part. En réalité, elle renvoie à la connexion de Donald Trump avec l'électorat évangélique américain. Il y a en Afrique, et depuis plusieurs décennies, même avant les indépendances, une très forte pénétration des églises, notamment pentecôtistes, via les méthodistes noirs américains, notamment, qui sont très implantés, notamment en Afrique de l'Ouest, au Ghana et au Nigeria. Et dès le mois de mars 2025, il y a eu des élus du Congrès qui avaient demandé à ce que l'administration américaine réagisse face à ce qu'elles appelaient déjà un génocide contre des chrétiens. Ces dernières semaines, effectivement, ces déclarations évoquant un génocide, on en a beaucoup entendu parler aux États-Unis. On ne le voit pas forcément vu d'Europe, Antoine Moretti. C'est assez marrant de voir d'ailleurs, intéressant en tout cas, Donald Trump parler de génocide à tout va sur l'Afrique du Sud contre les fermiers blancs, là au Nigeria. Par contre, quand il s'agit de Gaza, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un génocide à Gaza, tous les juristes ne sont pas d'accord, c'est pas à moi de trancher. Mais enfin, quand il s'agit de Gaza où il y a des faits bien plus graves et en quantité, en revanche, là, pas un mot. Donc c'est vraiment à géométrie variable en fonction de son électorat et on retrouve d'ailleurs dans son soutien par Israël, ce qui nous fait un lien avec le sujet d'avant, aussi le besoin des soutiens des évangélistes. Et ça fait partie aussi de son soutien jusqu'au boutiste à Israël. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a certes des chrétiens qui meurent au Nigeria, mais beaucoup moins que des musulmans d'ailleurs, et qu'on n'est pas dans un conflit ethnique. En tout cas, quand on écoute tous les experts de la région, ce qui n'est pas mon cas, mais quand on se renseigne et qu'on travaille dessus, on voit bien que certes, vous avez un nord à majorité musulmane et un sud à majorité chrétienne, même si vous avez des communautés chrétiennes assez importantes dans le nord et vice-versa dans le sud, on n'est pas dans une épuration ethnique contre les chrétiens qui mériteraient cette sortie de Donald Trump qui paraît donc complètement lunaire par rapport à la réalité du terrain. C'est votre avis aussi, Niagale Bagayoko? Il est faux de parler de persécution dirigée contre les chrétiens du Nigeria? Non, absolument pas. Il y a autant d'attentats contre des mosquées que contre des églises. Et effectivement, l'insécurité, elle est multidimensionnelle au Nigeria. Il y a bien entendu les héritiers de la secte Boko Haram, donc notamment l'État islamique province Afrique de l'Ouest et la branche historique qu'on appelle le JAS, qui commettent des atrocités. Mais davantage dans les zones rurales, d'ailleurs.
moins que dans les zones urbaines. Et il y a un élément qu'on a moins relevé, mais qui est extrêmement grave, c'est la déclaration de Marco Rubio lui-même, qui parle du rôle des communautés Peuls, ouais. Ce qui est incendiaire dans ce pays, le Nigeria, mais plus largement en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique centrale, où il y a tendance à y avoir une stigmatisation des communautés Peuls. On l'a vu au Mali notamment. On l'a vu au Sahel, beaucoup, mais au Burkina Faso, énormément, avec une assimilation de ces communautés Peuls, donc Fulani en anglais, qui sont indexés comme étant complices ou acteurs du terrorisme. Donc, il y a là une déclaration qui est potentiellement extrêmement belligène. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko. Merci également, Antoine Mariotti. On va plus loin, c'est terminé. Retour dans un instant à l'essentiel. On évoquera notamment la situation concernant Shein, cette marque chinoise, vous le savez, qui est désormais pris pour cible ici en France après les déclarations du ministre de l'économie et des publicités retirées depuis pour des poupées à caractère pédophile. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hilderbrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24. Retrouvez la météo avec Écoutez Voir. Des lunettes et des aides auditives pour rester à l'écoute du monde et voir plus loin. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste.